Il était une fois Normandie. Deuxième partie, une odyssée inaugurale historique. Ce 29 mai, c'est le grand jour pour Normandie qui quittera dans quelques heures sa terre natale afin de traverser l'Atlantique et rejoindre les États-Unis pour la première fois. Autant vous dire que tous les regards sont tournés sur Normandie, autant ici en France qu'à New York où on l'attend de pied ferme et même en Angleterre où on a hâte de savoir s'il remportera le ruban bleu lors de sa première traversée. N'oublions pas que de l'autre côté de la Manche, Queen Mary est encore en chantier et s'annonce déjà comme un rude concurrent. À bord depuis ces derniers jours, on a terminé tous les petits travaux de finition. Les chambres sont propres et les lits sont habillés de draps neufs. Pas une poussière n'est présente sur les meubles. Henri Villard, le commissaire principal de bord, passe ses effectifs en revue et donne les dernières indications pour recevoir les passagers qui, bientôt, se présenteront à la coupée, puis dans le hall d'entrée. Il faudra alors les guider et répondre parfaitement à leurs demandes. Mais voilà que vers midi, le courant se coupe subitement dans tout le navire. Plus d'ascenseur, ni de monte-charge, ni de fourneau ou même de lumière, plus rien. Le stress monte d'un cran. On crie au sabotage de quelques personnes mal intentionnées, mais finalement, il s'avère que c'est un dispositif de sécurité qui s'est enclenché à la suite d'un incident sans gravité sur un turbo-alternateur, une légère entrée d'eau. Au bout d'une heure, l'incident était clos et le musée de l'art déco à la française reprenait vie. Les passagers commencent à embarquer à bord, la plupart sont invités par la compagnie, ils ne payent donc pas leur billet. On retrouve à nouveau Madame Lebrun, marraine du paquebot qui est accompagnée de sa fille et de sa belle-fille, mais aussi d'autres représentants de l'État français, dont le ministre de la Marine marchande William Bertrand, mais aussi des hommes d'affaires du monde et des représentants de la Compagnie Générale Transatlantique, dont le gouverneur Olivier et Henri Cancardel, qui ont invité le directeur de l'Italian Line, qui détient le ruban bleu au mât de Rex. Sans oublier évidemment Vladimir Jurkovic qui, je vous le rappelle, a grandement participé à l'élaboration de la coque, embarque également des artistes ayant décoré le navire. On retrouve donc, pour ne citer que lui, Jean Dunand, mais aussi des vedettes de théâtre et du music-hall et des journalistes de différents journaux, dont Blaise Sandrard pour Paris Soir. En tout, 1014 passagers embarquent sur Normandie pour cette première traversée, dont 589 en première, 303 en touristes, c'est la deuxième classe, principalement les ingénieurs et cadres de la French Line, et 122 en troisième classe, pour la plupart des ouvriers du chantier qui seront chargés des derniers réglages et finitions à prévoir pendant la traversée. À sa pleine capacité, Normandie peut embarquer 1972 passagers et 1345 membres d'équipage. Le départ d'un paquebot est un moment à ne pas rater. Alors, tous se bousculent dans les coursives de Normandie entre les grooms qui guident les passagers à leur cabine, les invités qui se dépêchent de redescendre et ceux qui, après avoir pris possession de leurs espaces, montent sur les ponts pour assister à ce moment où, enfin, le typhon de Normandie va résonner dans le port du Havre. Et justement, un frisson d'excitation parcourt tout le monde. La sirène retentit. C'est le moment des derniers adieux. On presse les visiteurs de descendre à la coupée où un orchestre joue sur les quais. Les remorqueurs et autres bateaux présents dans le port font résonner leurs sifflets. Même la locomotive dans la gare se joint au concert, dont les mouchoirs et les mains qui s'agitent de partout donnent la mesure. Sur sa passerelle, le commandant Pugnet donne l'ordre de larguer les amarres et les remorqueurs Titan, Ursus et Minotaure tirent Normandie du quai. Le paquebot et sa cour remontent le chenal, accompagnés tout le long de la jetée par les saluts de la foule et des photographes. Arrivé au sémaphore, Normandie s'arrête afin que le pilote du port descende et c'est parti pour la haute mer. Il est exactement 19h28.
Sur la côte, les spectateurs regardent Normandie disparaître bien vite à l'horizon, son immense panache de fumée noire bien au-dessus de ses cheminées. À bord, l'effervescence continue pendant que le peuple qui habitera Normandie ces prochains jours continue d'explorer et de découvrir cette ville flottante. Toutefois, il faut assez vite enfiler son smoking et sa robe du soir afin de rejoindre la salle à manger. Tout le monde se salue à bord, des mains se serrent et les garçons de rang placent les convives à table où tous restent estomaqués par la beauté de la salle à manger. Ils sont habitués au luxe, au paquebot et même aux deux, mais Normandie reste à part. C'est Ritz-sur-Mer, en dira le journaliste Bertrand de Jouvenel dans Vue du mois de juin 1935. Large comme le navire, mais si longue, si haute, qu'elle prend figure de couloir géant. Cela frelonne comme la buvette du Palais Bourbon et l'on ne peut trouver sa place sans dire au passage 20 bonjours. Le bizarre, c'est qu'on retrouve ici des tablets de chez Lipp ou de chez Weber, transportés par un coup de baguette magique dans un décor de palace, mais pas même de palace réel, de palace, de rêve, tel que seule l'imagination d'un metteur en scène de Hollywood pouvait le concevoir. Une fois le repas terminé, on se retire dans les salons ou bien le fumoir, mais beaucoup montent sur le Sun Deck pour l'arrivée de Normandie à Southampton. Le Sun Deck est le pont découvert le plus haut du navire. Ce vaste espace entre les cheminées comporte 4 terrains de tennis de pont et même un petit terrain de golf. Juste derrière la cheminée centrale, ce sont les lettres lumineuses Normandie qui sont installées. C'est également ici que se trouve la salle de jeu des enfants, sous le roof de la première cheminée, où vos bambins pourront profiter de spectacles de guignols et d'un petit carrousel de chevaux. Puis, tout à l'arrière, vous trouverez un stand de tir au disque. Des escaliers tout le long du Sun Deck nous permettent d'accéder au pont de promenade inférieur, qui est donc le pont des embarcations. Tout le long de ce pont, les embarcations de sauvetage vous protègent de la vue des curieux du dessus. La nuit venue, certains se dissimulent ici, dans la pénombre, afin de se laisser aller à quelques élans romantiques. Ce soir, le commandant Pugnet soigne l'arrivée de son paquebot. On allume les lettres géantes et les 3 cheminées rouges crèvent la nuit, illuminées par les projecteurs placés au pied de celle-ci. Là aussi, Normandie est entourée de remorqueurs, bateaux de pêche et autres plaisanciers venus admirer le rival de leur future Queen Mary. Normandie ne vient pas à quai. Il reste en rade de Southampton et des transbordeurs font la navette pour amener les nouveaux passagers. Et c'est une belle scène qui vient émouvoir les passagers assistant à la parade. Des ponts des transbordeurs s'élève la Marseillaise, chantée par les Britanniques. Alors, dans les haut-parleurs de Normandie, on leur répond avec leur hymne national « God Save the King ». Une fois la visite des autorités britanniques terminée, Normandie reprend sa route sans tarder à 3h du matin. Plus tard dans la journée, il passera Bishop Rock à la pointe de l'Angleterre. La course au ruban bleu aura officiellement commencé. Alors que tous les passagers découvrent les fêtes à bord de Normandie dans le grand salon, l'un d'entre eux prend une toute autre direction depuis sa cabine de 2e classe. Ce qui m'intéresse, ce sont les machines. Le tralala et les belles réceptions entre gens du monde, j'en ai rien à foutre. Il s'agit du journaliste et écrivain Blaise Sandrard qui, discrètement, se faufile là où aucun passager ne s'aventure. Il écrit ainsi dans les colonnes de Paris Soir. Dans le flanc du bon colosse, j'ai vu battre son cœur. J'ai vu tourner les arbres d'hélice qui pèsent 30 tonnes et dont le jeu est réglé à 0,2 de millimètre. Je viens de passer ma première nuit de quart dans les chambres de l'œuf. J'ai suivi la circulation du mazout, des soutes jusqu'à 30 chaudières où il se déverse un torrent de feu. À plus de 30 mètres de profondeur, sous le Sun Deck, dans les fonds où le bruit de jazz band n'arriverait pas, j'ai assisté au travail mystérieux des graisseurs, debout, devant les yeux bleus, blancs, rouges de chaudière. Puis, d'étape en étape,
J'ai grimpé aux échelles, en me faufilant sous le ventre tiède des immenses condensateurs, tous argentés et semblables à des troupeaux d'éléphants agenouillés. Enfin, poussant une lourde porte où j'ai failli être renversé par un courant d'air, je débouchai dans la salle des dynamos bruissantes, ronflantes et toutes remplies d'un rythme continu qui est le seul témoignage de la force invisible, car nulle part on ne voit tourner une roue ni travailler une bielle en ce bourdonnement qui, à la longue, est quasi musical. C'est le seul témoignage d'une puissance de 160 000 chevaux qui anime ce navire de 79 000 tonnes. Le pousse et jette cette masse en avant à la vitesse de près de 60 km/h sur la route de New York à la conquête du ruban bleu. En remontant, vers 7 heures du matin, je me perds dans les couloirs qui me font traverser les cuisines et les boulangeries, où règne une douce odeur de chocolat et de croissants chauds. La route est libre, tout va bien à bord. Et effectivement, tout va bien à bord en ce matin du 30 mai 1935. Normandie trouve son rythme qui est le même que sur les autres paquebots. Dans la nuit, on avait imprimé l'Atlantique, le journal distribué à bord, imprimé en français et en anglais, qui contient les nouvelles du continent. Les grooms les glissent sous les portes pour que les passagers puissent les lire en prenant leur petit déjeuner apporté dans les cabines par les stewards en veste blanche. Les cabines justement. On a déjà découvert les cabines standards de première classe situées, entre autres, autour de la salle à manger. Mais on peut aussi s'intéresser aux cabines véranda qui se trouvent à l'arrière du pont de promenade. Il y en a 24. Elles font environ 50 mètres carrés et sont décorées de panneaux de lac, glaces gravées, palissandres et j'en passe. Les grandes baies vitrées des vérandas s'ouvrent sur la mer. Pierre Torreux nous raconte que lors d'une traversée, une vedette américaine occupait l'une de ces cabines. Elle était assez frileuse et les grandes baies vitrées ne l'aidaient pas à se réchauffer. Le chauffage était à fond dans sa cabine, mais ça ne suffisait pas. Alors, le chef mécanicien Jean Hazard avait donc fait monter des chauffages d'appoint. Un soir, la température avait dû tellement monter que le détecteur thermique de la cabine s'était déclenché. Celle-ci ne sonnait pas, c'était juste affiché sur le tableau central de sécurité de bord. Immédiatement, une équipe de pompiers s'était ruée sur place, hache à la main. Sans frapper, ils firent irruption dans la cabine et s'étaient trouvés en face de cette dame en train d'enfiler ses vêtements de nuit. Je vous laisse imaginer la scène qui fit évidemment beaucoup jaser le lendemain matin. Un niveau en dessous, au pont principal, se trouvent les 10 appartements de luxe. Tous comportent un salon, 2 chambres, dont une possédant une vue sur la mer, 2 salles de bain. Chacun de ces appartements porte le nom d'une ville normande et la décoration est confiée à des décorateurs différents. On retrouve ainsi le Mont-Saint-Michel, Honfleur, Dieppe, Le Havre, Coutances, Fécamp, Bayeux, Alençon, Lisieux et je terminerai par Jumièges. Je ne vous les détaillerai pas toutes ici, mais je tiens quand même à vous parler de Jumièges car elle paraît complètement anachronique à côté des autres cabines bien dans l'air de leur temps. Celle-ci est décorée par Nelson et dans un style Louis XIV revisité avec ses lambris blancs encadrés de frises au mur, des fauteuils bergères en velours vert dans le salon, etc. En fait, on pourrait se croire à bord du vieux France pour ceux qui ont déjà voyagé à son bord. La France éternelle. Et si ces 10 appartements de luxe ne sont pas suffisamment bien pour vous ou que vous avez besoin de plus de chambres, alors vous trouverez sûrement votre bonheur parmi les 4 appartements de grand luxe. Ils mesurent 120 mètres carrés et disposent de leur propre salle à manger, de 2 chambres doubles en plus d'une chambre individuelle et donc de 3 salles de bain. Caen et Rouen sont situés au centre du pont principal tandis que Trouville et Deauville sont sur le Sun Deck et bénéficient donc d'une terrasse privée. D'ailleurs, lors de cette traversée inaugurale, l'appartement Caen est à nouveau occupé par Madame Lebrun et sa famille, et tous prennent leur petit déjeuner dans leur salle à manger privée ce matin. La brume est présente sur la Manche aujourd'hui. Punier reste prudent. Dans la salle des machines, Jean Hazard briefe ses hommes. À notre arrivée à New York,
Normandie doit décrocher le ruban bleu. Henri Cangardel affirme que jamais il n'a demandé au commandant Punier de pousser Normandie dès le premier voyage. Un commandant est de toute façon le seul maître à bord de son navire, après Dieu, même si l'armateur est à bord lui aussi. Par chance, la brume se dissipe, il est 13h, et Normandie, son pavillon français claquant fièrement à sa proue, passe Bishop Rock. Les chronomètres sont lancés, alors que la pression monte dans les chaudières et que les turbo-alternateurs vont exprimer leur pleine puissance. Le sillage s'étale en poupe jusqu'à perte de vue comme une immense route très blanche. 30 nœuds et même davantage, ni tangage, ni roulis. Le journaliste et écrivain Claude Farrer pour Paris Soir. Le voyage vous semble commencer de manière idyllique ? Oui, c'est le cas pour beaucoup de passagers, mais pas tous. Eh bien non. Souvenez-vous de ce qui avait été révélé pendant les essais. Les vibrations, et oui. Toute la 3e classe est secouée autant dans les cabines que dans les espaces communs. On les ressent même en classe touriste et dans les parties les plus reculées de première classe, comme sur le roof du Café Grille. Elle semble s'estomper un peu lorsque Normandie file à plus de 30 nœuds. Les plaintes ne tardent pas à remonter et le commissaire de bord fait de son mieux pour répondre aux plaignants en se fondant dans des excuses à dormir debout alors qu'eux ne peuvent même pas dormir couchés. Tout tremble dans les cabines très épurées de 3e, les verres et carafes sur les tablettes, les barreaux de lit en métal, etc. Ces vibrations se ressentent à l'arrière de Normandie et c'est là que sont concentrés les espaces de classe touriste et 3e classe. Tout à l'avant du paquebot, ce sont les quartiers des plus de 1300 membres d'équipage. En touriste donc, ce sont entre 650 et environ 800 passagers qui peuvent embarquer en fonction des réservations. Vous voyez que ces chiffres sont proches de ceux de première. Pourtant, la taille de leurs espaces est ridicule quand on le compare à ceux de première classe. Il n'y a qu'à regarder un plan de coupe de Normandie pour s'en rendre compte. Toute la partie centrale de Normandie est réservée à la première classe. La décoration en classe touriste reste remarquable, même si on ne retrouvera pas les lacs de Dunant, les ordes du Pas ou les verres de Champignol. La salle à manger est située sur le pont C, juste derrière la salle des banquets de la salle à manger des premières classes. Elle est prévue pour 360 convives et s'élève sur 2 ponts. En son centre, 5 colonnes de mosaïque verte s'élèvent pour supporter un dôme central. Les murs sont en panneaux de frêne clair et les fauteuils allient le bois et le métal. Au pont principal se trouve le salon de classe touriste. Celui-ci est composé de parois de sycomore blanc. En son centre, un dôme carré est habillé de glace gravée. Les fauteuils en bois sont recouverts de tapisseries d'Aubusson, là aussi à motifs floraux. Ce salon est polyvalent. Il sert également de piste de danse, de salle de projection, mais aussi de chapelle. Pour le moment car, dès l'année prochaine, ce salon n'existera plus, nous le verrons plus tard. Le fumoir, lui, est tout à l'arrière du pont de promenade et bénéficie donc, comme le Café Grille de première, d'une vue imprenable sur la plage arrière, puis l'océan. Les murs sont en lambris de noyer et sont percés de grandes fenêtres. Les passagers ayant réservé leur traversée en classe touriste peuvent depuis la plage arrière du fumoir descendre d'un niveau pour se trouver autour de leur petite piscine extérieure. Concernant la 3e classe, comme d'habitude, la décoration est plus épurée et, comme en classe touriste, on utilise beaucoup plus l'aluminium ou le métal pour le mobilier. En fait, j'ai tendance à trouver, mais ce n'est que mon avis, que la décoration en classe touriste et 3e classe se veut avant-gardiste. Elle est épurée, les œuvres d'art sont présentes, mais il faut lever un petit peu les yeux et les tons des couleurs sont harmonieux, comme ce qui se fera sur United States dans un peu moins de 20 ans. Ce qui n'est pas tellement surprenant finalement quand on sait que Gibbs, le père du United States, était un amoureux de Normandie. Alors évidemment, ces vibrations sont la source de nombreuses conversations ce matin. 3 minutes, c'est le temps que je suis resté dans la cabine. Pas plus de 3 minutes, c'était intenable. Mais en première classe, on passe vite à autre chose et on profite du théâtre où l'après-midi, on diffuse Pasteur de Sacha Guitry. Mais je suis Joseph Mester.
Oh, viens, mon petit, viens. Oh, viens que je te regarde, viens, viens. Tu n'es pas malade, j'espère? Mais non, monsieur Pasteur. Ou des animations de Walt Disney. Car cette salle de théâtre fait également office de salle de cinéma où la clientèle américaine pourra découvrir le cinéma français. On ne s'ennuie jamais à bord d'un paquebot, du moins plus depuis ces 20 dernières années. Il y a toujours quelque chose à faire et ce ne sont pas les distractions qui manquent. Sans oublier qu'à 16h, les bars ouvrent. De quoi occuper une partie de l'après-midi avant de profiter à nouveau de la salle à manger. À moins que vous ne préfériez vous rendre à la piscine ou au gymnase. Il faut pour cela emprunter les ascenseurs jusqu'au pont D. La piscine est située sous la chapelle. C'est la plus grande piscine du monde à bord d'un paquebot lors de sa mise en service. 25 mètres de long par 6 de large et propose des profondeurs différentes délimitées par des bornes. Le revêtement de la cuve est en carreaux bleus, tout autour sur les murs de la pièce, une frise en mosaïque en carreaux de la manufacture de Sèvres représente des sujets animaliers. Sans oublier ce qui rend cette pièce si emblématique, la fontaine lumineuse de Jean-Gabriel Chauvin, sorte de corne d'abondance en bronze antique, à 2 corps dirigeant son halo de lumière vers le plafond blanc. Juste à côté se trouve le gymnase. Ou bien, si vous vous inquiétez pour votre santé mais que vous n'êtes pas sportif pour un sou, vous pouvez toujours aller consulter le médecin de bord. Il vous dira sûrement de lever le pied sur l'alcool. Il est vrai qu'à bord, vin, champagne et autres spiritueux coulent à flot à tous les repas. Et pensez à vous reposer aussi. Normandie est confortable, mais je comprends parfaitement qu'il soit difficile de redescendre du Café Grille. Le Café Grille, justement, c'est ce soir où il sera ouvert pour la première fois. Il faut emprunter l'escalier au bout du fumoir qui semble d'une longueur interminable. Pourtant, il n'est composé que de 20 marches. Passer derrière la statue de Normandie et franchir les portes. Le Café Grille est le lieu le plus branché de l'Atlantique Nord, le gai rendez-vous des jeunes passagers de première classe, le nightclub dont les soirées dansantes feront encore couler de l'encre bien après la disparition de Normandie. Ici, les murs sont en peau de porc verni. On retrouve à nouveau des colonnes lumineuses, des bandes de lumière formant des arabesques sont fixées au plafond et éclairent au centre une piste de danse de 50 mètres carrés en marqueterie de chêne, de palissandre, d'acajou et de noyer formant un N pour Normandie au centre avec un rameau d'olivier. Ici, entre deux plats, vous danserez sur les airs enjoués d'un orchestre et une fois le dessert terminé, vous userez vos semelles jusqu'au lever du jour, je vous le garantis. Les immenses baies vitrées du Café Grille s'ouvrent sur la mer et on accède à la terrasse bar et à la plage arrière des premières classes. D'ici, on domine toutes les autres plages des autres classes, nous sommes au sommet. On peut voir sans être vu avec la meilleure vue sur l'océan. 2 rangées de banquettes fixes sont disposées en ligne brisée au centre desquelles s'élèvent 6 lampadaires de 6 mètres de haut. Sur cette plage aurait dû prendre place une autre œuvre remarquable, Le génie de la mer de Charles Sarabezol. C'est un triton, dieu marin de la mythologie grecque à queue de poisson, tenant dans ses mains levées une conque et un trident. L'œuvre de 7 mètres de haut, tout en élévation, ne sera pas installée à cause des vibrations et de son poids. Vous pouvez toutefois l'admirer aujourd'hui devant le siège du groupe de compagnie maritime CMA-CGM à Marseille. Le grill fut ouvert le second soir à minuit et devint immédiatement le rendez-vous favori du bateau. Le grill de Normandie, peut-être la plus réussie de toutes les boîtes de nuit, est promis à la plus grande gloire. Après une soirée de danse et un souper tardif, voir se lever le jour sur la mer à travers les grandes baies vitrées qui entourent la pièce est une sensation inoubliable. Lee Krillman pour Vogue en juin 1935. Savez-vous quelle autre tradition a lieu sur les paquebots transatlantiques à minuit dans le sens Le Havre-New York ? Les plus férus le savent, je n'en doute pas. C'est le changement d'heure à bord. Toutes les horloges sont retardées d'1 heure. Ainsi, les journées à bord durent 25 heures. C'est normal, nous avançons, il faut donc retarder en fonction des longitudes que nous franchissons.
Vers 7h du matin ce 31 mai 1935, un nouvel incident vient entacher un peu ce tableau déjà contrasté par les vibrations. Jean Hazard et ses hommes découvrent une avarie sur un condenseur de turbo-alternateur qui alimente la propulsion aux hélices tribord centrales. Il y a de l'eau salée dans la condensation. Il faut donc stopper le turbo-alternateur et ainsi couper la puissance pendant quelques instants. Ce n'est pas très grave, l'opération ne durera que quelques minutes et nul besoin d'arrêter complètement Normandie qui peut continuer sa route avec les seules hélices bâbord fonctionnelles. Ça, c'était sur le plan comme on dit. Pourtant, l'opération a été chronométrée et ça n'a duré que 3 minutes, comme le souligne Sandrard, qui tient à rester près des mécaniciens. Mais voilà, au moment de revenir en marche normale, Jean Hazard constate que l'eau salée à l'origine de l'avarie a également contaminé toutes les chaudières tribord. Il faut alors les vider entièrement, les nettoyer et les remplir d'eau distillée, puis les remettre en pression. Cela étant fait, au moment de relancer les chaudières, l'une d'entre elles a un coup de feu. Trop endommagée, on ne pourra plus l'utiliser. Cet incident est plus ou moins important. Et pourtant, la vitesse moyenne, avec seuls les appareils propulsifs bâbord opérationnels, restera de plus de 28 nœuds pendant la durée des opérations. Tout reviendra à la normale le lendemain vers midi. Pendant ce temps, dans les ponts au-dessus, les passagers ne se doutèrent de rien et ne ressentirent rien en dehors des vibrations. Pourtant, au milieu de ce monde en fête, en marche triomphale vers New York, quelque chose cloche aussi dans les rouages politiques. La Troisième République bat sérieusement de l'aile et le gouvernement ne cesse de changer. À bord, William Bertrand était donc parti en tant que ministre de la Marine. Eh bien, ce matin, il n'est plus qu'un simple citoyen français au regard des autres Français restés sur la terre ferme. Toutefois, Paris lui fait savoir via la TSF de Normandie qu'il reste le représentant officiel de la République aux côtés de la première dame, Madame Lebrun, lors de l'arrivée du paquebot à New York. Tous les matins, les plus matinaux pouvaient croiser sur les ponts découverts la sulfureuse Colette en tenue de sport. La femme, actrice, journaliste et écrivaine, aimait explorer Normandie qui la fascinait, toujours suivie d'une troupe de journalistes et de son mari, l'air très sévère. Colette cherchait à bord la solitude, les moments où le navire semble dépeuplé et n'appartient qu'à elle seule, raison pour laquelle elle est plus matinale que les autres. Elle écrit ainsi : « Je voulais que l'heure ambiguë me donnât Normandie, pendant que tout dormait à bord. Mais un bateau ne dort jamais. La bordée de nettoyage, 39 hommes silencieux, commence son travail à 2h du matin. Et les lumières intérieures du navire ne s'éteignent ni jour ni nuit. N'importe. À 5h30, les fauteuils de satin noir, en rond dans le hall du pont, n'assemblent qu'un concile d'ombre présidé par le baladin d'émail et le grand salon est rigoureusement vide. Au jardin d'hiver, un silence étrange règne encore chez les oiseaux. Personne à la piscine bleue et personne à son bar. La salle de culture physique offre aux athlètes fantômes sa selle de cheval. Tout ce qui bouge, oscille, bondit, n'avance point et trompe le silence du muscle. Tout feu allumé, Normandie donne une fête aux invisibles. C'est un beau spectacle qu'un corridor vide, quand il est assez long pour que ses lignes parallèles, plancher et plafond, semblent, à force de lointain, converger et se joindre. Pas un seul passager. Parfois, le dos bleu d'un de ces hommes de la bordée fond, sitôt aperçu. Si je perdais mon chemin, pourrais-je en courant atteindre l'homme bleu et l'interroger ? Montons, descendons, rien ne m'arrête. Les portes m'obéissent avec une douceur hallucinante. Au-delà des plages d'arrière élargies, l'ample jupe du sillage s'épanouit et marque notre trace sur la mer. Mais Normandie n'est plus à moi seule. Je le partage avec quelques hommes de la bordée de nettoyage. Toujours muets et furtifs, semblent danser la toilette du navire avec minutie et amour, en cadence. Soleil et vent du matin creusent et conseillent l'estomac. Aussi bien, il est l'heure de rendre à ses hôtes le beau domaine que m'a prêté l'eau. Dans la salle à manger,
aux murailles translucides, un bataillon impeccable de Stuart a retrouvé la vie. Sous un plafond de basilic, au soleil d'une futaie de colonnes lumineuses. À perte de vue, des icebergs givrés et géants, orgues de cristal. Je suis seule et j'hésite à commander ce qui me paraît être, par contraste, le plus petit café au lait du monde. On peut mettre ce témoignage matinal en parallèle avec Claude Farrer, qui lui faisait le même constat la nuit, pendant que la plupart des passagers sont soit en train de faire la fête, soit en train de dormir. Minuit n'a pas tout à fait sonné et je suis pourtant seul, tout à fait seul dans la bibliothèque en rotonde, dont les 4000 volumes m'encerclent comme une grande tapisserie de Cordoue. Un autre personnage haut en couleur déambule l'air triste dans les salons ce matin. Maurice Morel, dit Boudur, un titi parisien. Il cherche sa conquête de la nuit dernière qui a quitté sa cabine très tôt au petit matin, ne laissant à Maurice qu'une photographie en souvenir. C'est presque étonnant de le trouver sur ses deux pieds ce matin. Maurice s'était illustré hier soir, comme tous les soirs d'ailleurs, au Café Grille par ses pas de danse endiablés, enchaînant les coupes de champagne et expliquait, à qui voulait bien l'écouter, qui il était, comment il était parti de rien avant de devenir riche dans la confection de chaussures à Boudur justement. Maurice était parti en titubant vers la piscine cette nuit dans l'optique de plonger, tenez-vous bien, ses poissons en chocolat dedans. Évidemment, on avait tenté de l'en empêcher, mais c'était peine perdue. Puis, il avait quitté sa foule de spectateurs au bras de cette dame qui, ce matin, s'était faufilée. Ce soir du 1er juin, Colette donne une conférence au théâtre et on assiste à un sketch de Louis Verneuil. Dans le grand salon, une tombola est organisée, puis les éternels fêtards de Normandie montent l'escalier du Café Grille pour une dernière nuit de fête et d'ivresse au son du French Tango Orchestra, rythmé par les vibrations toujours très présentes à cet endroit. Le jour se lève sur l'Atlantique, nous sommes le 2 juin et Normandie avance vite. Très vite. Parmi les passagers, l'effervescence monte encore d'un cran. L'arrivée à New York se précise, alors tous commencent à scruter leur montre. Le ruban bleu va-t-il être décroché en cette première traversée ? Les paris vont bon train. On profite de cette dernière journée en mer dans le luxe de Normandie. On joue sur les ponts au tennis deck, au golf, au tennis de table, sur le pont de promenade couvert. D'autres s'installent dans le jardin d'hiver, situé à l'avant, dont ces grandes baies vitrées s'ouvrent sur la proue de Normandie. Ici, vous n'êtes plus à bord d'un paquebot, mais un peu dans les serres du jardin de l'acclimatation. Les plus belles variétés de fleurs de France s'y côtoient. Roses, lys et j'en passe prennent racine dans des parterres ou des grandes jardinières à côté desquelles vous pouvez admirer 2 volières pleines d'oiseaux placées au-dessus de fontaines. Au centre du jardin, une statue de bronze martelée, œuvre de Gabriel Lacroix, représentant une otarie. Ici, vous pouvez vous installer dans un de ces fauteuils et y déguster un café en terminant de lire les nouvelles, ou bien finir un des romans empruntés à la bibliothèque du navire. Ceux qui préfèrent un peu plus de calme que le bruit des oiseaux au milieu de l'Atlantique Nord peuvent se rendre dans les 2 salons situés à l'arrière du jardin d'hiver. L'un est réservé à la correspondance, l'autre à la lecture. Bien sûr, en 3e classe et classe touriste, on a hâte que le voyage se termine pour enfin profiter du calme et d'une bonne nuit de sommeil sur la terre ferme, loin des vibrations des ponts arrière. On monte les dernières caisses de champagne et de vin depuis la cave. Petit à petit, les bars se remplissent. Les stewards préparent les derniers smokings et accrochent dans la penderie les dernières robes de ces dames avant de ranger le reste dans les malles de voyage avec les cadeaux de la compagnie reçus tous les jours. Médaille du paquebot, boîte de chocolat ou encore un flacon de parfum Normandie par Jean Patou. Une très belle pièce prisée par les collectionneurs. Le flacon de parfum est enchâssé dans une coque en métal reprenant la forme de Normandie. Puis, on se rend à la salle à manger, on serre les dernières mains et on se donne rendez-vous à terre. Le repas terminé, les passagers sont invités dans le grand salon pour un concert symphonique et un dernier spectacle dans le théâtre. Les couche-tard n'ont pas envie que la fête se termine.
Alors, quelques-uns traînent dans le paquebot en attendant d'apercevoir les premières lueurs de la côte. Au petit matin, vers 5 heures, les petits yeux des quelques danseurs nocturnes scrutent la brume afin d'apercevoir la lumière du bateau-feu de Nantucket, dont on a déjà parlé. C'est un tout petit bateau, surmonté d'un petit phare au large de l'île de Nantucket, qui sert à guider les navires en route vers New York. Ils ne sont finalement pas nombreux au petit matin sur les ponts, et puis, avec cette brume caractéristique de cette région de l'Atlantique où les courants chauds et froids se rencontrent, il est difficile de distinguer quoi que ce soit quand on n'est pas marin et sur la passerelle. Mais à bord, comme à Paris, à New York, en Italie ou en Angleterre, tous attendent de savoir si un navire français a enfin décroché le ruban bleu. Et maintenant, sauf grosse avarie, on sait que c'est certainement le cas. On a passé le bateau-feu de Nantucket et on sait qu'il reste environ 5 heures jusqu'à Ambrose Light, qui marque l'entrée du port de New York et la ligne d'arrivée de la course au ruban bleu. Je volais droit au-dessus de la route que la French Line m'avait tracée, la route privée du Normandie. Et soudain, j'ai vu quelque chose de jamais vu auparavant. L'océan s'étalait comme un miroir argenté en dessous, et sur ce miroir, quelqu'un avait laissé tomber une plume de 16 km de long. Cette plume était le sillage ondulant du navire, et au bout, il y avait le navire lui-même, tel un dessin d'affiche futuriste. À cette heure-là, les ponts étaient déserts, mais quelques marins en uniforme bleu vif de comédie musicale me saluèrent, et les officiers de la salle de contrôle me virent et dégainèrent un coup de sifflet. Le mugissement de ce monstre marin trancha comme une scie circulaire à travers le bruit de mon propre moteur. Le sifflet et le rugissement de mon moteur firent sortir une volée de stewards en veste écarlate. Puis, les passagers commencèrent à sortir de leur cabine. Certains, à moitié vêtus, ils criaient et agitaient des objets dans ma direction. Chapeaux, mouchoirs, tout ce qu'ils avaient sous la main. Témoignage du pilote Bill Cleveland aux commandes du premier avion venu à la rencontre de Normandie en ce matin du 3 juin vers 7h30. Ce témoignage m'a été transmis par Arnaud Gaudry, véritable encyclopédie en chair et en os de Normandie que vous pouvez parfois entendre lors de conférences sur le sujet. Il est alors 11h passées de 2 minutes à New York, 17h heure de Paris, lorsque Normandie, encore lancée à plus de 30 nœuds, franchit Ambrose Light. Les chronomètres s'arrêtent, le paquebot aura donc fait la traversée en 4 jours, 3 heures et 2 minutes, soit une moyenne de 29,94 nœuds, un nœud de plus que Rex. Souvenez-vous tout de même qu'on avait dû ralentir toute une journée à cause de l'avarie en salle des machines. Normandie a donc même fait des pointes de vitesse à plus de 32 nœuds, c'est du jamais vu. Au mât arrière, on hisse donc le grand pavois et enfin le ruban bleu, grande bande d'étamine de couleur bleue, longue de 30 mètres, pour signifier que Normandie détient le record avec 30 nœuds. À bord, c'est une explosion de joie. Certains retiennent leurs larmes. Ça paraît insignifiant aujourd'hui, mais en 1935, c'est un événement historique et on le sait. C'est la première pour un navire français et ce qu'on ignore encore, c'est que Normandie sera le seul paquebot à détenir ce fameux ruban bleu. La France arrive aux États-Unis avec un paquebot futuriste, témoin du génie et de l'art français. Véritable ambassadeur de la France et de son art sur l'océan, et qui plus est, Normandie est le plus rapide en plus d'être le plus luxueux. Et d'ailleurs, il décroche le ruban bleu pendant son voyage inaugural. Quel triomphe! Et les États-Unis réservent un accueil jamais vu à la France et à Normandie. Il faut quand même garder à l'esprit que passer sous la barre des 5 jours de traversée peut par exemple permettre à certains clients de fêter Noël à New York et le Nouvel An à Paris, ou bien l'inverse. Et ça, en 1935, c'est une prouesse. Fini les réveillons au milieu de l'Atlantique. Sur l'Hudson, un avion survole le paquebot avec une large banderole où est écrit « New York welcomes Normandie ». Puis, une parade de navires commence à suivre le paquebot. Ils ne l'entourent pas, ils le suivent comme impressionnés par Normandie. Les gratte-ciels se dessinent au devant. À bord, on fait monter la police,
la douane, les services de santé et le pilote du port qui va guider Normandie jusqu'au tout nouveau quai de la French Line récemment inauguré par le maire de New York au Pier 88. On passe devant la Statue de la Liberté. Dans le ciel, on peut également y voir un dirigeable. Les bateaux-pompes envoient leur jet d'eau tout autour de notre champion. Une foule énorme, c'est à la perte de vue. Depuis les gratte-ciel, on jette même des confettis et des pages de journaux et d'annuaires, alors qu'aidé des remorqueurs, Normandie vient s'amarrer à quai. Dans les rues, un Mickey Mouse géant parade au son d'une fanfare pour venir saluer Normandie. Jamais un navire n'avait reçu un tel accueil, et jamais plus cela n'arrivera. C'est vous dire combien Normandie était attendue. La presse n'avait cessé de vanter qu'il était aussi haut que le Chrysler Building. Les quais de la rive du fleuve, le toit des magasins et des entrepôts, les grues auxquelles étaient accrochés des hommes par grappes, tout cela était noir de monde, agitant bras et mouchoirs par dizaines, par centaines de mille. Du haut des gratte-ciel tombaient des myriades de petits papiers blancs et tricolores. Les bateaux-pompes des pompiers du port faisaient marcher leurs bouquets de lances, dont l'eau retombait comme les jets d'eau de Versailles, et malgré la présence dans ce cortège de nefs et d'aéronefs, d'un Mickey Mouse en baudruche, d'un serpent de mer en caoutchouc et d'autres trucs modernes et publicitaires, cette remontée du fleuve avait l'allure d'un triomphe et d'une dignité royale. Blaise Sandrard. Les passerelles sont amenées aux portes de coupée et les passagers descendent enfin dans la gare maritime. Même en classe touriste et 3e classe, il est difficile de ne pas être ému devant cet accueil. S'ensuivront plusieurs jours de célébration dans New York, durant lesquels Madame Lebrun reçoit entre autres les clés de la ville, pendant que Normandie est visitée et on y organise également un dîner de gala. De leur côté, les commandants Pugnet et Toreux reçoivent des mains du dirigeant de l'Italian Line le trophée de récompense du ruban bleu au cours d'une cérémonie toujours à bord de Normandie. Le 7 juin à 13h15, Normandie apparaît de New York et il affiche complet. Comme à son arrivée, c'est toute une foule qui salue le jeune prodige français sous les hurrahs et les sirènes des bateaux qui l'entourent. Même dans le ciel, un avion vient le saluer. Sorti du port, Normandie va à nouveau se lancer en pleine mer et pousser ses machines pour battre le record dans l'autre sens. Et oui, la compétition du ruban bleu se dispute dans les deux sens. Et sur cet axe-là, c'est toujours le Bremen, navire allemand, qui détient le record. La traversée sera parfaite, aucun incident. Pourtant, il faut noter que le personnel n'a eu aucun repos depuis l'inauguration du 23 mai. Alors parfois, certains finissent à l'infirmerie suite au surmenage, crise de nerfs, grosse fatigue. Il faut dire qu'il y en a qui travaillent presque 18 heures d'affilée. Mais ces petits incidents, les passagers ne le remarquent pas. Au petit matin du 12 juin 1935, Normandie arrive à Plymouth, où il fait escale. Plus tôt, il a passé Bishop Rock à la pointe du pays. On fait les calculs. 4 jours, 3 heures et 28 minutes. Vitesse moyenne, 30,31 nœuds. Le record du Bremen est battu et c'est la première fois qu'une vitesse moyenne de plus de 30 nœuds est maintenue. Le retour de Normandie au Havre est triomphal. Les côtes sont noires d'une marée humaine. Partout sur les falaises s'étendent des spectateurs enthousiastes jusque sur les quais et les digues du port. Au-dessus des ponts de Normandie, l'hydravion géant lieutenant de vaisseau Paris, plus grand hydravion du monde à ce moment-là, largue une pluie de fleurs sur son passage. Il est un peu plus de 19h et Normandie est amarrée à quai sous les airs de la Marseillaise. Une scène que les passagers n'oublieront sans doute jamais. C'est donc la fin de ce deuxième épisode consacré à Normandie. Je suis Julien Maroyot et je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de notre récit. Je remercie Julien Garnier pour avoir réalisé l'illustration de cet épisode, ainsi que Hubert Baker, Ivan Bocquet et Lucille pour avoir prêté leur voix aux différents personnages que vous avez pu entendre.
Vous pouvez bien sûr commenter cet épisode et le noter sur les différentes plateformes. Cela aide beaucoup ce petit podcast à être un peu plus connu.